Alors, j'aimerais revenir sur la notion de biodiversité. Hein, biodiversité, bio la vie, donc c'est l'ensemble des êtres vivants qui se trouvent sur notre jolie terre. Alors, pourquoi faut-il protéger la biodiversité? Parce qu'après tout, pourquoi c'est important de ne pas faire disparaître plein d'espèces? Après tout, on n'en a rien à faire. Eh bien, je vais essayer de vous expliquer en 2 lignes. Alors, nos aliments, le papier sur lequel nous écrivons, l'air que nous respirons, jusqu'à notre flore intestinale, toute notre vie dépend de la biodiversité. Donc, lorsqu'un élément du vivant disparaît, il ne sera remplacé qu'après un lent processus d'évolution. Donc, les enjeux de la biodiversité sont considérables. Et c'est pour ça que sa préservation doit être une priorité. C'est vraiment très très important. La biodiversité, c'est la vie. Voilà, alors maintenant je voudrais vous poser une question essentielle sur les insectes. Alors, à quoi servent les insectes? Alors toujours pareil, ceux qui souhaitent répondre, ça serait bien d'ailleurs, vous appuyez sur pause et vous répondez. Bon, moi maintenant je vais vous donner la réponse. Alors on pourrait en dire et en dire, mais les principales fonctions sont: les insectes font partie de la chaîne alimentaire. C'est le 2e maillon de la chaîne alimentaire. Au départ, il y a les végétaux qui sont mangés par les insectes. Après, il y a les oiseaux qui vont manger les insectes. Il y a les plus gros oiseaux qui vont manger les petits oiseaux, etc. Donc voilà, ça c'est une fonction essentielle des insectes. S'il n'y avait pas d'insectes, il y aurait beaucoup moins d'autres animaux. Voilà, alors, 2e fonction indispensable pour nous, humains, c'est la pollinisation. Les insectes pollinisent les fleurs, du coup ça fait des fruits ou de plus jolis fruits, parce que s'il y a une pollinisation que par le vent, par exemple, il peut y avoir des fruits un peu atrophiés, et les insectes pollinisent vraiment bien. Quand il n'y aura plus d'insectes, j'espère qu'on n'y arrivera pas, mais on y est bientôt là, s'il n'y avait plus d'insectes, on estime que 85% des espèces de plantes disparaîtraient de la Terre. Donc c'est quand même pas négligeable. Ensuite, donc, les insectes fertilisent. Les bousiers, par exemple, ils prennent les excréments et les enterrent. La bouse, c'est de l'herbe en décomposition, c'est un fertilisant et ça fertilise le sol. En parlant des bousiers aussi, ils réduisent en faisant des trous dans le sol, l'eau s'infiltre mieux dans le sol et ils réduisent l'effet de ruissellement aussi. Donc ils fertilisent aussi, les insectes produisent des excréments et comme ils sont des milliards de milliards, ça fait des tonnes et des tonnes et des tonnes chaque année dispersées sur le sol et ça fertilise le sol. Donc c'est quand même pas mal et c'est gratuit. Donc... Alors après, ils recyclent, on va toujours parler du bousier, mais il n'y a pas que les bousiers, il y a des milliers d'insectes qui recyclent. Donc le bousier, en mangeant les bouses, bon, et en les enterrant, les font disparaître. Mais il y en a plein qui mangent les bois morts, les insectes xylophages, saproxylophages, bois mort. Xylophage, c'est le bois vivant. Il y en a qui mangent les feuilles, toute la faune l'entomofaune du sol, qui recycle tout ça. Donc ils nettoient, ils recyclent, ils nettoient. Il y en a qui mangent les cadavres, les nécrophages, on les a vus. Voilà, ils les font disparaître, ça c'est quand même sympa. Et aussi, les insectes tuent les autres insectes. Alors, on n'y pense pas, mais les insectes se régulent eux-mêmes finalement. Les libellules, je sais pas moi, les guêpes, les frelons, les coccinelles, etc. Les carabes, ce sont des régulateurs d'insectes. Grâce à eux, il y en a beaucoup moins. Voilà. Donc, et puis on pourrait continuer, mais là, je vous ai donné les principales fonctions des insectes. Voilà, j'espère que vous avez répondu. Alors, je vais vous poser une question qui me tient à cœur.
Et on ne me répond pas souvent, et pourtant celle-ci, elle est facile, mais on répond toujours trop vite. Pourriez-vous me dire ce que les abeilles prennent dans la fleur pour fabriquer le miel? Pause pour répondre, hein, pour ceux qui veulent répondre, et je vais vous donner la réponse. 96% des fois, on me répond le pollen. Tout le monde croit que c'est le pollen. Eh bien, ce n'est pas le pollen. Alors, l'abeille, sur ses pattes arrière, a des corbeilles à pollen. C'est étudié pour récolter le pollen. Elles s'en nourrissent, elles nourrissent leurs larves. C'est comme du pain. Mais ce n'est pas avec ça qu'elles font le miel. La fleur, pour attirer les insectes, va sécréter un petit liquide sucré au centre de la fleur qui s'appelle le nectar. Et c'est ce nectar qu'elles pompent avec leur langue. Voilà. Et c'est avec ça qu'elles font le miel. Voilà. Voilà. La fleur utilise cette combine pour attirer les insectes pour se faire polliniser, bien sûr. Voilà. Alors, j'ai une autre question. On va quitter ça. J'ai une autre question très importante. Savez-vous comment les abeilles font le miel? Et là encore, en général, tout le monde croit savoir, mais pas beaucoup de monde savent. Alors donc, je vais vous expliquer comment l'abeille fait son miel. L'abeille va aller récupérer le nectar. Elle peut aussi récupérer, d'après le miellat des pucerons, hein, le liquide sucré qu'on a parlé tout à l'heure. Mais enfin, en général, c'est plus du nectar. Elles vont aller à la ruche, et puis ce nectar, avant de le passer, l'abeille numéro 1 va le passer à l'abeille numéro 2. L'abeille numéro 2 va le passer à l'abeille numéro 3. L'abeille numéro 3 va le passer à l'abeille numéro 4. L'abeille numéro 4 va le passer à l'abeille numéro 5, tant qu'il n'a pas une bonne consistance. Ça s'appelle la trophalaxie. Les insectes sociaux communiquent en s'échangeant de la nourriture, ça s'appelle la trophalaxie. Voilà. Au bout d'un moment, le miel a de bonne consistance, ils vont le mettre dans une alvéole. Mais là, elles ne peuvent pas encore operculer avec la cire. Le miel est trop liquide, il fermenterait. Il y a des abeilles qu'on appelle les ventileuses qui vont ventiler, hop, et une fois que le miel est à 18-20% maximum d'humidité, elles peuvent operculer. Et d'ailleurs, les alvéoles des cadres des ruches, les abeilles les construisent toujours un peu en montant, hein, évidemment pour pas que le miel tombe trop facilement. Voilà, donc ça c'est important. Voilà pour nos chères abeilles. Alors, juste je voudrais rajouter qu'en ce moment on a un effondrement des colonies d'abeilles. On a sorti des nouveaux pesticides, les pesticides néonicotinoïdes. C'est un pesticide, ce sont des pesticides très très dangereux parce que c'est directement la graine de la plante qui est enveloppée de pesticides. Et ces pesticides se répandent tout le long de la pousse de la plante. Ça désoriente les abeilles, elles ne retrouvent plus la ruche et elles meurent. Ça, on ne parle que des abeilles, mais tout le reste aussi. Donc les pesticides néonicotinoïdes sont à proscrire absolument. Hein, mais on attend 2020 pour les interdire, c'est dramatique. Voilà. Bientôt, le miel coûtera plus cher que de l'or, hein, parce qu'on n'aura plus d'insectes pour polliniser, etc. On le sait, et on continue à détruire le peu qui reste. C'est une honte. Voilà. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. On peut parler un peu de la systématique. Alors, je crois que pendant la visite guidée, je vous en ai parlé un peu. C'est Carl von Linné qui a inventé la nomenclature binominale, c'est-à-dire deux noms, hein, le genre et l'espèce. Et voilà. Alors maintenant, il y a les généticiens qui font une autre nomenclature parce que en étudiant l'ADN des insectes, on sait de façon beaucoup plus précise quelle espèce est apparentée à telle autre. Hein. Voilà. Mais là, on va voir un peu comment on classe les insectes. Alors là, je filme un tableau du musée. Donc, pour être précis, on peut dire que ça commence par le domaine, le sous-domaine, le règne, le sous-règne, l'infrarègne, le super-embranchement, l'embranchement, le sous-embranchement,
la superclasse, la sous-classe, l'infraclasse, le superordre, l'ordre, le sous-ordre, l'infraordre, la superfamille, l'épifamille, la sous-famille, la tribu, la sous-tribu, le genre, le sous-genre, la section, la sous-section, la série, la sous-série, l'espèce, la sous-espèce, la variété, la sous-variété, la forme et la sous-forme. Bon, ça c'est le maximum qu'on peut mettre, mais en fait, concrètement, on ne se sert pas de tout. Hein, en fait, on utilise, oui, évidemment, le règne. Hein. Alors, on va prendre l'exemple du Lucan cerf-volant, le Lucanus cervus, hein, qui a été décrit par Linné en 1758. C'est en 1758 que Linné a mis en place sa nomenclature binominale. Donc, Linné, en latin, c'est Linnaeus, 1758. En fait, chaque fois qu'on écrit le genre et l'espèce d'un insecte, plus loin, on écrit celui qui a décrit l'espèce. Une virgule et l'année de sa description. Alors, par exemple, pour le Lucanus cervus, le domaine eucaryote, sous-domaine uniconta, bon, voilà, le règne animal, hein, sous-règne des eumétazoa, embranchement arthropodes, sous-embranchement des hexapodes, la classe des insectes, sous-classe des ptérygotes, infraclasse des néoptères, donc ça on n'utilise pas trop, superordre Endopterygota, donc ça on n'utilise pas non plus, ordre Coléoptère, famille Lucanidés, le genre Lucanus et l'espèce Cervus. En fait, ce qu'on utilise surtout, donc le règne animal, bon évidemment on le sait, donc bon voilà, à la limite l'embranchement des arthropodes, hein, des membres articulés. Bon, le sous-embranchement des hexapodes, mais enfin bon, ça, on peut s'en passer. La classe, ça c'est important, la classe des insectes. Après l'ordre, hein, classe, ordre, famille, genre, espèce. C'est surtout ça qu'on utilise. Donc l'ordre des coléoptères, la famille des Lucanidés, le genre Lucanus et l'espèce Cervus. Hein, voilà. Alors pour ça, et on va aller sur un autre tableau. Alors en entomologie, c'est assez facile finalement la systématique pour reconnaître s'il s'agit d'une superfamille, de la sous-famille, des tribus, des sous-tribus et du genre. En fait, il faut se reporter aux terminaisons. La superfamille, ça se finit par oidea. Dans les Scarabaeoidea, donc c'est la superfamille des insectes qui ont des antennes en lamelles. Hein, alors, les insectes en lamelles, enfin bon, on ne va pas y revenir, on a déjà vu. Donc ça se finit par oidea, donc ça on sait que c'est une superfamille. La famille, c'est toujours idée. Hein, I-D-A-E. Hein, I-D-A-E, mais on prononce idée. La sous-famille, c'est iné. La tribu, c'est ini. Et la sous-tribu, c'est ina. Bon, la sous-tribu, on utilise guère. Hein. Et le genre, bon, ben, ça peut se terminer par plein d'autres choses. Hein. Mais jamais oidea, idée, iné, ini ou ina. Donc ça, c'est un petit truc pour s'en souvenir facilement. Alors, je voulais vous parler un peu des zones zoogéographiques. En fait, alors, qu'est-ce que c'est la zoogéographie? Alors, c'est une branche de la biogéographie dont l'objet est l'étude de la répartition des espèces animales sur la planète Terre. Donc, l'aire de répartition géographique d'une espèce inclut la totalité des populations de celle-ci. Cette notion est dite dynamique car elle évolue constamment en fonction des connaissances acquises, évidemment. Donc, on va les voir, ces zones. Alors, celle qui nous concerne plus particulièrement, c'est celle-ci. C'est la zone paléarctique, hein, donc la France est là, hein, toute l'Europe, l'Afrique du Nord, la Russie et la Chine. C'est toute la même zone. Parce que, par exemple, on trouve le macaon, notre beau papillon, en France, mais on le trouve aussi en Chine. Et voilà. Après, on a la région néarctique, c'est les États-Unis, Canada. La région afrotropicale, hein, le reste de l'Afrique et Madagascar. La région indo-malaise, hein, donc l'Inde, les Philippines, l'Indonésie, ben, voilà. Alors la région australasienne, ici, voilà, qui comprend l'Australie, la Micronésie. Et la région néotropicale, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale.
Bon, après, on a la région océanienne et antarctique, mais pour les insectes, ça nous concerne pas trop. Voilà, donc il faut savoir que le monde est divisé en 6 principales zones zoogéographiques. Voilà. Alors ici, on peut voir un petit élevage de ténébrions meuniers. On voit les adultes, on voit les larves et on voit même des nymphes. Alors on va voir ça un peu de plus près. Voilà, alors ici la larve qui avance un peu là, la nymphe et l'adulte. Alors j'ai pris un mort parce que les vivants ils partent trop vite. Sur la nymphe, attends, hop, ici on voit les prémices des ailes, des pattes, hop là, elle est vivante. Hein. Alors je voudrais... Ah. Ici c'est les yeux, alors celle-là elle est assez jeune, quand elle est bientôt prête à éclore, enfin l'adulte quand il est prêt à éclore, les yeux deviennent noirs. Alors je ne sais pas, je vais essayer d'en trouver une avec des yeux un peu plus noirs. Là déjà ils sont un peu plus colorés, mais peut-être que vous ne les voyez pas à la vidéo. Celle-là, qu'est-ce que ça donne? Non. Eh ben, elles sont toutes fraîches. Celle-là aussi, elle est fraîche. Bon, eh ben, elles sont fraîches. Oh là là, il y en a là. Alors, je vais vous faire voir de plus près. Voilà, ici c'est le petit élevage. Alors, vous voyez, des nymphes, il y en a quand même pas mal, mais alors, elles sont toutes assez fraîches. Peut-être celle-là. Non, pas encore. Bon. C'est un peu tôt. Voilà, les recours. Alors, les œufs, on ne peut pas les voir, ils sont trop petits. Il y en a une petite, peut-être qu'elle est hachée, celle-là. Toute petite, hein. Alors celle-là, elle est vraiment... Non, bon. Ben voilà, alors en fait, c'est le principe, c'est comme le papillon, hein, la chenille se transforme en chrysalide, hein, la nymphe, et de la chrysalide, donc c'est un stade immobile, mais vivant, hein, et à l'intérieur, elle se transforme. Donc ça s'appelle une métamorphose complète ou holométabole. Maintenant, je voudrais vous parler d'un phasme qu'on élève au musée, un phasme très particulier. Alors, allez, viens par là, ma petite. Ce sont des phasmes feuilles. Alors d'habitude, elle monte sur moi quand je ne veux pas, et là, aujourd'hui, voilà, viens, ma petite. Alors, ici, ce sont c'est Phyllium philippinicum, donc une philie, on va la voir peut-être un peu de plus près, des Philippines. Alors ça, c'est une jeune, hein, elle n'est pas encore adulte, elle n'a pas encore ses ailes. Alors, elle a des caractéristiques assez sympathiques, hein, elle se mélange aux feuilles et on ne la voit pas. Donc, elle utilise l'homochromie et l'homotypie. Alors, qu'est-ce que l'homochromie? C'est la même couleur que le support. Et l'homotypie, c'est la même forme que le support. Voilà. Hop. Allez. Va sur tes feuilles. Alors, c'est assez bizarre, mais elles se nourrissent de chêne vert, de feuilles de chêne vert. Allez. Tu me lâches, s'il te plaît? Hop là.
Voilà, alors celle-ci elle est jaune, celle-ci elle est verte, alors hop là. Mais c'est la même espèce. Hein. Voilà. Alors, contrairement aux coléoptères ou aux papillons, les phasmes ont une métamorphose incomplète. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, des œufs, là par exemple, j'ai des œufs, tiens, avec une petite coccinelle. Je ne sais pas si on voit les ronds là. Ça, c'est des gros œufs. Extastosoma, enfin, c'est pas des œufs de Philly. Mais voilà, de l'œuf sort une larve. La larve ressemble tout de suite à l'adulte. Alors, je vais vous faire voir sur d'autres phasmes que j'ai à côté. Alors, je vais prendre... alors, attendez. Hop là. On va prendre tiens, un bébé qui sort là et on va prendre un adulte. Alors, du coup, je vais me rapprocher de la caméra. Je ne sais pas si on voit... Alors, le bébé, là, il est là. Est-ce qu'on le voit là? Voilà. Celui-là, il a quelques jours. Il vient de sortir de l'œuf et il ressemble tout de suite à l'adulte. Hop, tac, il est tombé. On va le remettre dans le terrarium. Hop, et lui, il commence à partir. Vous voyez? Hop, ben, il lui manque une patte avant. Alors, les phasmes ont la faculté... Alors, si un prédateur les attrape... Je ne sais plus où il est maintenant. Si un prédateur les attrape par la patte, il a la faculté de s'auto-sectionner la patte pour échapper au prédateur. Ça s'appelle l'autotomie. Et voilà. Alors, ça c'est assez génial. Hein. Au bout de 2 mues, la patte, elle repousse quasiment à l'identique. Voilà. Par contre, s'ils sont adultes, tu te calmes un peu. S'ils sont adultes, ça ne repousse pas. Voilà, alors celui-là, on les appelle les phasmes bâtons. Hein, bon, on comprend aisément pourquoi. Et lorsqu'ils se mettent sur les végétaux, ils se mettent le long du tronc et ils passent inaperçus. C'est pour ça qu'on les rencontre très rarement dans la nature. Donc, on a dit que la larve, le petit, le bébé, si vous voulez, ressemblent tout de suite à l'adulte, donc ils ne vont pas se métamorphoser, se nymphoser comme la chenille et le papillon, la larve et le coléoptère. Ça ne marche pas comme ça. En fait, ils vont grandir par mues successives. Les insectes n'ont pas une peau élastique comme nous. Hein. Nous, elle est élastique, donc au fur et à mesure qu'on grandit, elle s'agrandit. Les insectes ont une peau fixe. Donc, au bout d'un moment, ils grandissent et ils sont emprisonnés dedans cette peau, finalement, qui est trop petite. Alors, au bout d'un moment, ils vont muer. Alors, là, j'ai différentes mues, on va les voir ici. Je vais vous les faire voir peut-être de plus près. Si j'en trouve une un peu intacte, parce que la force se mélange. Voilà. Ça, par exemple, c'est des mues. Bon, si on regarde de près, il y a les antennes, il y a les pattes, il y a absolument tout. Alors, comment ça se passe? L'insecte va se pendre et va s'extirper de cette vieille peau, finalement. Entre-temps, alors, il va sortir, il va respirer un grand coup et il va grandir d'à peu près 30%. Hein, sa peau va se redurcir jusqu'à la prochaine mue, tant qu'il n'est pas adulte. Certains insectes ont quelques mues, il y en a qui en ont jusqu'à 14-15 mues. Quoi. Bon, les phasmes, là, ils en ont 4-5. Hein. Voilà, ceux-là. Donc voilà, et tout à l'heure, je vais vous montrer... Alors, la métamorphose incomplète, c'est dit hémimétabole. Voilà. En opposition à la métamorphose complète, dont je vais vous parler, qui s'appelle holométabole, c'est-à-dire les papillons, par exemple, et les coléoptères. Et voilà, la visite guidée du Muséum des insectes du monde est presque finie. Je vais juste vous mettre quelques précisions que j'ai omis lors de la visite. Alors il faut savoir que 85% des insectes ont une métamorphose complète ou holométabole.
En fait, je vous l'ai déjà expliqué, hein, c'est pas compliqué. Métamorphose complète, ça veut dire que ça passe par 4 stades. L'œuf, la larve, la nymphe et l'adulte ou l'imago. Dans le cadre des métamorphoses incomplètes, on dit incomplète parce qu'il manque un stade. Ça passe par 3 stades. L'œuf, la larve et l'adulte ou l'imago. Il n'y a pas le 3e stade qui est l'étape immobile de la nymphe. Voilà, petite précision. Les papillons de nuit, les hétérocères, sont 6 fois plus nombreux que les papillons de jour, les rhopalocères. Étonnant, non? Alors ici, nous pouvons voir une boîte de nid. Aux 2 extrémités supérieures, il s'agit de oothèques de menthe religieuse. Il y en a une ici, une là. Ici, les nids en terre. Les nids en terre, c'est les nids de la guêpe maçonne. Alors, c'est celle qu'on voit à côté, là. Ici et là. Donc, elle mélange de la terre avec sa salive. Ça fait un ciment et elle maçonne pour construire son nid. Ici, ce sont des nids de guêpes. Alors, c'est en étudiant le nid de guêpe que l'on a inventé le papier en France. Avant, le papier était fait avec des chiffons. On avait les chiffonniers. Voilà. Les nids, ce sont des fibres de bois mélangées à de la salive et ça fait du papier. Ici, ce sont des coques de cétoine. On voit la cétoine au centre. En fait, la larve de la cétoine, c'est un gros ver blanc qui se développe dans le compost. Alors certains enlèvent les gros vers blancs de leur compost et c'est une grosse erreur. D'une part, c'est un carnage pour rien, parce que elles sont pas du tout nuisibles. Et d'autre part, ce sont des larves qui aident au compost, au processus du compost. Elles mangent les grosses fibres et cela ressort en excréments, en compost. Il n'y a que les larves du hanneton qui sont nuisibles, mais on les a tellement exterminées que l'on n'en voit presque plus. Celles que l'on voit, c'est presque toujours des larves de cétoine ou de rhinocéros. Elles sont complètement inoffensives et servent donc au compost. Alors la larve de cétoine arrivée à maturité va se transformer en nymphe, mais avant elle va faire un cocon gluant. Et tout ce qui est autour du cocon va se coller au cocon, de sorte qu'il passera inaperçu dans son environnement. Alors comment faire la différence entre la larve de la cétoine et la larve du hanneton? La larve du hanneton est nuisible, mais je le rappelle, on les a tellement exterminés, le hanneton commun par exemple, qu'on n'en trouve quasiment plus. Ici en Provence, on n'en trouve quasiment plus. Il y a encore quelques régions en France où on en trouve un peu, mais ben, bon, voilà. Alors, la larve du hanneton, d'abord, elle est de couleur un peu jaune. Elle a des longues pattes et surtout, elle a une grosse tête et l'extrémité de l'abdomen se réduisant un peu fin. Grosse tête, petit cul en fait. La larve de la cétoine, elle est plutôt blanche, elle a des pattes courtes et elle a une petite tête et un gros cul. Enfin, une petite tête et le bout de l'abdomen se terminant plus gros. Voilà à quoi on reconnaît. Mais laissez les larves dans vos composts. Cela fait des massacres pour rien. Et surtout, ces larves participent au processus du compost. Donc on a tout à y gagner. Voilà.
Alors, petite précision sur les blattes. Je voulais vous dire qu'elles sont polyphages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de matière soit animale ou végétale, fraîche ou non. Elles ont besoin de chaleur et d'humidité. Elles sont lucifuges, c'est-à-dire qu'elles fuient la lumière. Les blattes femelles font aussi des oothèques, mais beaucoup plus petites que celles des menthes qu'on a vues. Ce sont des insectes grégaires. Elles produisent une phéromone d'agrégation. C'est une substance odorante qui incite les individus d'une même espèce à se regrouper. Alors, voilà, les reflets. Je vous avais parlé de Macropanessa rhinoceros, la blatte la plus lourde du monde. J'ai oublié de vous dire sa particularité, enfin je crois. Les insectes sont dans la grande majorité ovipares. Eh bien, elles, avec d'autres espèces de blattes, met au monde des petits vivants. Et ça, c'est très très rare. Il n'y a que quelques blattes et quelques mouches qui peuvent faire ça. Alors, ce n'est pas une espèce vivipare, c'est pas une espèce ovipare, c'est une espèce ovovivipare. C'est-à-dire qu'elle fait bien des œufs, mais ils restent à l'intérieur. Les petits éclosent à l'intérieur et ils vont sortir vivants. Voilà. Il fallait quand même le préciser. Alors, concernant les menthes religieuses, j'ai oublié de vous dire qu'elles peuvent voir sur 360 degrés, 180 degrés par œil. En fait, ça lui permet de très peu bouger et tout voir pour ne pas se faire repérer. Alors, si on la titille un peu, elle attaque. Je vous ai dit que moi, j'en ai vu plusieurs fois qui crachaient comme un chat. Alors pourquoi on l'appelle menthe religieuse? Parce qu'elle met ses pattes devant comme ça et on dirait qu'elle prie, donc d'où menthe religieuse. Alors si on la titille un peu, en fait elle va mettre ses pattes en avant comme pour boxer. Elle va même, elle va écarter un peu ses pattes comme ça parce que sous ses membres antérieurs, elle a deux taches. En fait, ça ressemble à un œil. C'est une tache noire et blanche, un peu comme un œil, pour effrayer. Et elle va à l'arrière déployer ses ailes pour faire encore plus volumineuse. Et si ça ne suffit pas, elle peut se balancer d'un endroit à l'autre pour encore faire encore plus impressionnant. Voilà sur la menthe religieuse. Petite précision sur les Bélostomatidae, c'est-à-dire les punaises géantes aquatiques. J'ai oublié de vous dire que, par exemple, en Thaïlande ou au Cambodge, ils les mangent soit vivantes, soit cuites, revenues avec un peu d'herbe. Voilà. Et certaines espèces, chez certaines espèces, c'est le mâle qui porte les œufs pondus par la femelle sur son dos. Voilà. Une précision sur notre pyrocore, le fameux gendarme que je vous en ai parlé. Savez-vous que son accouplement peut durer jusqu'à 30 heures? Qui dit mieux? Chez les caraboussis, leur digestion est dite extra-orale. C'est-à-dire que les tissus de la victime sont imprégnés de suc digestif et donc absorbés une fois liquéfiés. Alors, chez les cicindèles, en France, nous avons une douzaine d'espèces. Mais elles sont plus de 2500 espèces dans le monde. Alors, la cicindèle attrape sa proie à l'aide de ses mandibules très développées et la réduit en petits morceaux pour former une boule dans sa bouche. Elle y libère ensuite des enzymes pour liquéfier la chair et avaler cette soupe. Lorsque tout le liquide a été avalé, elle recrache une boule sèche de fragments d'insectes. C'est un peu comme la pelote de réjection des rapaces. Voilà. On revient juste sur les amblypyges. Les amblypyges, donc plusieurs fossiles ont été découverts du Carbonifère, donc 359 millions d'années.
Alors ils ont pratiquement pas changé depuis, subi de transformation. Alors à l'avant ce ne sont pas des pattes, ce sont des pédipalpes et où il y a une pince préhensile. Hein, voilà. Alors ils se déplacent souvent en biais à la manière des crabes. Alors les ambipiges sont lucifugés, ils fuient la lumière. Alors je vais vous reparler des uropiges, c'est les plus petits là. Ceux-là donc ils vivent au sol, ils sont hygrophiles, c'est-à-dire ils aiment l'humidité. Alors je vous avais dit qu'ils étaient un peu plus dangereux ceux-là parce qu'ils possèdent une paire de glandes juste à la base du flagelle, vers l'anus en fait, et c'est des glandes défensives et elles peuvent envoyer un jet d'acide à plus de 30 cm. Voilà. Alors les uropiges peuvent vivre entre 5 à 7 ans. Hein. C'est important pour un petit animal comme ça. Alors je voudrais apporter quelques précisions sur les scorpions. Alors là, j'en ai un gros que j'ai préparé là. Alors je voudrais vous faire voir si on peut voir. Voilà, on les voit ici. Ici, là, là et là. En fait, il y a 2 peignes. Alors, c'est avec ces peignes que le scorpion analyse la composition chimique du sol. Il sait sur quel sol il est, etc. Voilà, alors tout à l'heure j'ai fait une prise de vue de nuit avec la lampe UV, cette lampe là. Alors j'espère que je pourrai l'inclure dans cette vidéo, j'espère que ça a marché. Ça c'est une lampe UV. Alors les scorpions, ils ont une molécule dans leur tégument, dans leur peau, hein, dans leur cuticule, qui les rend réactifs aux ultraviolets. Alors, celui-là, il est jaune, en fait. Bon, je ne sais pas si on le voit en plein jour, mais en fait, je vous mettrai la vidéo. Voilà, donc alors, c'est très utile pour les chasser. Dans le désert, la nuit, je les chasse comme ça. Alors, à découvert, c'est des juvéniles, c'est des petits scorpions. Les gros scorpions, ils sont beaucoup plus malins et ils ne sont jamais, enfin quasiment jamais à découvert. Alors là où je chasse en Afrique, c'est en plein désert, il y a des petites dunettes avec des touffes d'herbes sèches et on voit des petits terriers. Et avec la lumière, en pleine nuit, quand on chasse, hop, on voit juste les pinces briller. Fluorescente, hein, parce que cette molécule rend les scorpions fluorescents. Alors, mais seulement ils rentrent très vite dans leur terrier. Alors bon, il faut caler la lampe et y aller avec la pelle. Et des fois, c'est pas rare de creuser jusqu'à 1 mètre de profondeur. Alors il faut s'imaginer en plein désert. L'hôpital le plus proche, il est à des centaines et des centaines de kilomètres. Ces scorpions, c'est des scorpions jaunes en général en Afrique qui sont mortels. Alors, quand on fait chaque pelleté, souvent il y a des morceaux de mue, des débris de mue du scorpion. Et elles sont fluorescentes aussi. Mais des fois, on ne sait pas si le scorpion il est encore dans son terrier ou dans la pelletée. Et on ne sait pas s'il est sur nous, etc. Enfin, c'est ça qui rend la chasse au scorpion en Afrique palpitante et dangereuse. Voilà.
concernant les scorpions, je voulais aussi vous raconter la parade nuptiale, hein, parce qu'elle est assez sympathique. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit, mais les scorpions, donc 8 pattes, je vais bien le piquer, 8 pattes, 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8, et ici ce ne sont pas des palpes, ce sont des pédipalpes, c'est comme l'amblypige. Alors la parade nuptiale, alors en fait, le mâle, avec ses pinces, va attraper la femelle. D'abord, il va déposer un sac, une spermathèque, si vous voulez, un sac de sperme au sol. Et en prenant la femelle par les pinces, ça va ressembler un peu comme à une danse. D'abord, il va essayer un peu de la piquer, pour lui injecter un peu de venin, pour la rendre un peu groggy. La femelle ne se laisse pas faire et elle va essayer aussi de le piquer, hein, c'est vraiment un état second. Et son but, c'est de prendre la femelle par les pinces et de la faire venir petit à petit sur son sac de sperme, hein, sur sa spermathèque. Voilà, quoi, c'est quand même assez fabuleux. Alors, pourquoi les scorpions sont les seuls animaux à résister aux bombes atomiques? Parce qu'après Hiroshima, on a trouvé des scorpions encore vivants. C'est qu'ils ont une carapace pratiquement étanche. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à coloniser tous les endroits du monde, dans les déserts, parce qu'ils se déshydratent très très peu. Voilà, donc c'est une merveille de technologie, les scorpions. Alors, juste pour les Héliocopris, les plus gros bousiers du monde, c'est des paracoprides, ils creusent sous la bouse, ils ne vont pas plus loin pour enterrer. Il y a une cinquantaine d'espèces dans le monde, il y en a 4 qui vivent en Asie, et les autres vivent en Afrique. Alors, regardons ces 3 femelles de bousiers Héliocopris. Alors, je vous avais expliqué que les bousiers creusaient avec leurs pattes avant, hein, leur tibia qui était denté, exprès pour creuser. Alors, sur cette femelle, on voit bien que ses pattes, ses dents sont en bon état. Sur la deuxième, elle a tellement creusé que c'est émoussé. Et sur la troisième, il y a carrément plus de dents, hein. Ça s'use beaucoup. Alors, voici d'autres bousiers. Ce sont des Sisyphus. Les Sisyphus sont des bousiers forestiers, car il y a des bousiers de forêt et des bousiers de plaine. Alors, on peut voir sur cette famille qu'ils ont des pattes postérieures beaucoup plus longues que les autres bousiers. Donc, il s'agit de bousiers rouleurs de pilules, des télécoprides. Et chose unique dans le musée, cette boîte représente les Sisyphus du monde. Et le plus gros, pour une fois, il est français. Sisyphus schefferi. Bon, il vit dans pas mal de pays, mais il est en France et c'est le plus gros de la boîte. Alors, les bousiers font partie de la superfamille des Scarabaeoidea. À vos souhaits. Alors, en fait, cette superfamille, elle est reconnaissable par les antennes en feuillet, en massue. Donc il y a 5 principales familles de coléoptères qui ont des antennes en massue et qui font partie de la superfamille des scarabées, qu'on peut appeler scarabées au sens large. À savoir donc les bousiers, ils ont les antennes en massue, les lucanes ont les antennes en massue, les hannetons ont les antennes en massue, les cétoines ont les antennes en massue, et il m'en manque un. Alors, qu'est-ce que j'ai dit, les rhinocéros, les dynastidés, ont les antennes en massue. Voilà, tout cela, on peut les appeler scarabées au sens large. Mais par exemple, un longicorne, ça a des longues antennes, hein, comme Vatocera Proserpina, celui-ci, lui, c'est impropre de l'appeler scarabée au sens large, hein, parce qu'il n'a pas les antennes en lamelles. Alors, le nécrophore a une façon très particulière de traiter son cadavre. En fait, souvent,
c'est un individu qui arrive sur le cadavre, c'est le mâle, et il défend, il empêche que les autres arrivent. Et après, il va enterrer, si c'est une petite souris, par exemple, il va l'enterrer, il va creuser au-dessous, et il la secoue pour qu'elle s'enterre au fur et à mesure. Voilà. Et une fois que c'est tout enterré, après, il commence à faire des boulettes, des enzymes, etc. Donc voilà, les nécrophores sont très très importants, comme je viens de vous le dire. Petite précision sur les cigales, j'ai oublié. Elles ne chantent pas au-dessous de 22-23 degrés. Hein, c'est un vrai thermomètre. Alors, la famille Cicalidae vient du grec. Alors, ça veut dire membrane qui chante. La membrane, comme je vous ai expliqué, hein, c'est les cymbales qui sont sous son thorax, qu'elle fait vibrer avec un muscle très puissant, et c'est ça qui donne la mélodie, hein. C'est pas le frottement des ailes. Voilà pour les cigales. Alors, petite précision sur les cérambycidés, donc les longicornes, hein, les capricornes. Alors, nous avons en France à peu près 250 espèces, mais bon, dans le monde, il y en a plus de 30 000. Hein. C'est une espèce qui est très recherchée par les collectionneurs. Les larves sont xylophages, donc c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de bois. Donc les adultes de certaines espèces se nourrissent de végétaux, de pollen ou parfois de débris de bois, tandis que d'autres ne se nourrissent plus du tout. Hein, en fait, ils vivent de la graisse accumulée pendant la période larvaire. Alors, ils ont un système sensoriel qui leur permet de détecter les types d'essences forestières, et les sujets affaiblis aussi, hein, parce que comme beaucoup sont xylophages, donc ils vont attaquer le bois. Alors les larves sont faciles à reconnaître parce qu'elles sont en accordéon. Voilà, elles sont toutes plissées en accordéon. Voici le lucane le plus commun de France. Il s'agit de Dorcus parallelepipedus, la petite biche, en opposition à la grande biche qui est la femelle du Lucanus cervus, la femelle cerf-volant. Alors pourquoi on l'appelle parallelepipedus? Parce qu'elle a une forme de parallélépipède rectangle. Si la mise au point se fait. Alors il y a un dimorphisme sexuel très peu prononcé. En fait, les mâles sur leur mandibule possèdent un petit denticule vertical qui les différencie des femelles, tout simplement. Voilà, petite Dorcus parallelepipedus. Alors, petite chose à savoir chez les hyménoptères, les guêpes peuvent piquer autant de fois qu'elles veulent parce qu'elles ont un dard lisse. L'abeille, quant à elle, elle a un dard en harpon. Donc, quand elle pique, elle se sacrifie. Quand elle pique un mammifère, quand elle va vouloir enlever son harpon, eh bien, il tient tellement que ça va lui arracher une partie de l'abdomen. Et elle va mourir. Voilà. Je voulais vous reparler du frelon asiatique, Vespa velutina nigrithorax. Alors, il existe 7 sous-espèces et 6 variétés. La sous-espèce qui envahit la France est Vespa velutina nigrithorax. Nigrithorax, ça veut dire thorax noir. Il n'est pas très beau, pas très gros. Il a été importé en France pour la première fois en 2004, en Aquitaine, dans la région d'Agen, par un porte-conteneur qui venait de Chine. Alors, dans un des conteneurs, il y avait des poteries pour bonsaï. Et il y avait une reine frelon asiatique qui s'était cachée là pour hiverner tranquille. Le bateau est arrivé à Bordeaux. En déballant les poteries, la reine frelon asiatique, hop, s'est échappée, s'est envolée. Et donc, on estime qu'à partir de cette seule reine fécondée, dont la prolifération a commencé. Alors, comme c'est très prolifique, on estime qu'il progresse de 100 km par an. La moitié des départements en France sont déjà infectés. Alors, donc, pour tuer les abeilles, ils coupent la tête avec leur puissante mandibule. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont couper la tête. Ils vont couper les ailes,
les pattes, l'abdomen. Ils vont garder le thorax. Pourquoi le thorax? Parce que c'est dans le thorax qu'il y a les muscles des ailes et les muscles des pattes. Les muscles, c'est la protéine, c'est ce qu'on mange nous chez les animaux. Donc il va en faire une boule comme ça et il va l'amener dans son nid pour nourrir ses larves. Voilà, alors je vous disais que les abeilles asiatiques arrivent à cuire le frelon asiatique à 45-46 degrés. Les abeilles, elles, peuvent supporter entre 48 et 50 degrés. C'est quelques degrés de plus, c'est pas beaucoup, mais ça leur sauve la vie. Alors, je voudrais vous expliquer comment l'abeille procède pour fabriquer le miel, parce que je ne sais plus si je l'ai dit lors de la visite. Bon, l'abeille va récupérer du pollen sur ses pattes et du nectar qu'elle va stocker dans son jabot. Le jabot, c'est une poche au début de l'œsophage, du tube digestif. Alors donc, elle va prendre ce nectar, ça va commencer à se mélanger à sa salive. Et ensuite, elle va retourner à la ruche et là, elle va régurgiter ce pré-miel dans le jabot de l'abeille numéro 2. L'abeille numéro 2 va le mélanger dans son jabot, ça va se mélanger à sa salive, les sucres vont se modifier. Et l'abeille numéro 2 va le passer à l'abeille numéro 3. L'abeille numéro 3 elle va le passer à l'abeille numéro 4. Cela s'appelle la trophalaxie. Voilà. Il faut savoir que les abeilles, quand elles récoltent le nectar, il est à peu près à 50% d'humidité. Et elles, il faut qu'elles arrivent à 20%, l'idéal étant 18% d'humidité. Donc c'est en se le passant de l'une à l'autre. Et ensuite, elles vont le mettre dans une alvéole. Mais là, s'il est encore trop humide, il va y avoir des abeilles qui se spécialisent, qui vont ventiler, ça s'appelle les ventileuses, pour évaporer cette humidité en trop, pour que le miel puisse bien se conserver. Alors, voici 3 reines abeilles, le faux bourdon et des ouvrières. Alors, une ruche peut contenir entre 40 000 et 60 000 abeilles. Il y a beaucoup d'abeilles dans une ruche. Alors, pour produire 28 grammes de miel, une abeille effectue 1600 allers-retours, ce qui donne un peu une échelle. Alors, une abeille vit en moyenne 6 semaines en été. Par contre, celles qui naissent en automne vont vivre tout l'hiver. Alors, pour récolter le nectar, une abeille doit parcourir plusieurs kilomètres. Elle peut aller jusqu'à 4 km autour de la ruche. Par contre, si elle se trompe de ruche, elle peut se faire massacrer par les autres abeilles qui voient en elle une intruse, une pilleuse. Les abeilles d'une ruche peuvent visiter environ 225 000 fleurs par jour. Voilà, alors une reine pond à peu près en été 2000 œufs par jour. Et pour pondre autant, la reine consomme environ 80 fois son poids chaque jour. La reine est nourrie essentiellement de gelée royale. La gelée royale, c'est une substance que les jeunes abeilles produisent entre le 5e et le 14e jour, si je m'abuse, de leur naissance. Voilà. Alors, l'abeille ne perçoit pas les couleurs comme nous. Par exemple, les fleurs blanches lui apparaissent bleues et les rouges lui semblent noires. Voilà. Les papillons de nuit, les hétérocères, sont 6 fois plus nombreux que les papillons de jour, les rhopalocères. Étonnant, non? Voilà, alors cette visite se termine. Bon, il faut imaginer que toutes ces vidéos, donc j'ai coupé les vidéos parce que sinon ça n'aurait pas été pratique pour le visionnage. Toutes ces vidéos font partie d'une seule visite, la visite que je faisais au Muséum des insectes du monde.
Voilà, ce qui explique, c'est pourquoi je ne dis pas tout sur chaque famille, hein, sinon il faudrait des jours et des jours. Mais cela dit, je vais vous faire d'autres vidéos en accent plus sur certaines familles, etc. Je vais faire des lives et tout ça. Bon, on verra ça plus tard. Alors, que vous dire? Donc, ben, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses. Hein. Comme je le disais, il s'agit d'une visite grand public pour une découverte de l'entomologie. Hein. Voilà. Donc, voilà. Alors, certains vont dire, mais il y a plein de cadavres, c'est un véritable massacre, etc. Alors, je voulais parler du prélèvement dans la nature, le prélèvement d'insectes, par exemple. Alors, il est évident, bon, moi j'ai commencé cette collection, j'avais 8 ans, j'en ai 50 maintenant, donc ça fait 42 ans que je fais cette collection. À l'époque, les milieux étaient encore sains. Et voilà, bien sûr, je ne conseille pas de faire des collections maintenant. Maintenant, on fait des collections de photos. Hein. La photo ne coûte plus rien, donc on peut faire en photo. Et voilà, c'est d'où l'intérêt d'un tel musée. Dans un musée, c'est là qu'on peut aller les voir et avoir des explications, etc. Donc, je voudrais relativiser ce chiffre ici. Vous avez plus de 27 000 insectes qui représentent parmi les plus beaux et les plus intéressants insectes du monde. Alors, il faut savoir que une simple voiture qui fait un parcours de 100 km va tuer des milliers d'insectes. Une simple voiture, 100 km. Vous voyez le nombre de voitures qu'il y a en circulation. Une tondeuse va tuer des milliers d'insectes. Mais surtout, il y a la réduction des biotopes, les constructions, hein, l'activité humaine. Mais c'est surtout les pesticides qui tuent des milliards d'insectes par jour, partout. Et qui détruit les sols, etc. Enfin bon, c'est un massacre. Donc non, le musée ne participe pas au massacre des insectes. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur ça beaucoup plus détaillée. D'autre part, un musée c'est un lieu où on peut les voir. De les connaître permet de mieux y faire attention, permet de mieux les préserver. Il faut préserver nos insectes, il faut préserver notre si jolie nature. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, pour sensibiliser le plus de personnes à la beauté de la nature, et c'est ce qu'on est en train de faire, de tout massacrer en étant au courant. Le problème, c'est que maintenant on sait tout le mal qu'on peut faire à la planète. On laisse chaque jour 116 espèces animales ou végétales disparaissent de la planète. 116 espèces. On le sait et on ne fait rien. Nous sommes 7 milliards, bientôt nous serons 9 milliards. Si on continue comme ça ne peut pas aller. On est obligé d'aller faire de l'agriculture raisonnée. Ça marche très bien. Ça fait beaucoup moins de frais. On travaille moins et on produit autant. Alors pourquoi on ne s'y met pas? Voilà, les aides de la PAC, pour moi, ça devrait être pour accompagner ces agriculteurs d'une agriculture intensive vers une agriculture raisonnée. Il n'y a que comme ça que l'on protégera notre nature. Voilà, sinon, après cette visite, je ferai des vidéos, juste les photos des boîtes, sans commentaire, sans visite guidée, juste avec une jolie musique, pour admirer, juste pour le plaisir, ces beaux insectes. Voilà, la visite du Muséum des insectes est terminée. Merci de l'avoir suivi. À bientôt!